un autre. Il faut être capable de dire aux gens, ça va être quoi les délais pour que tu aies tes réponses. Puis surtout, il y a des gens qui sont venus ici, qui ont acquis la résidence permanente, puis là, présentement, ils sont en train de se demander qu'est-ce qui va m'arriver, parce que moi, c'est pas pour ça que j'avais signé. Là. Parce que là, on change les conditions du deal, on change l'entente, puis ça, c'est très insécurisant pour les gens, puis c'est pas respectueux pour des gens qui sont déjà ici, qui contribuent déjà à notre société par leur travail, en envoyant leurs enfants dans les écoles, en travaillant dans nos hôpitaux, tout ça. Donc, moi, je pense que Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'émission Tapis Blanc. Nous avons le plaisir de recevoir le chef de l'opposition officielle à la mairie de Québec, M. Claude Villeneuve, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de venir nous partager son point de vue sur tout ce qui se passe actuellement à Québec. Élu de Mézeray-Liraing, à la mairie, il est celui qui est censé défendre nos intérêts. Nous recevons donc M. Claude Villeneuve. Bonjour Claude. Bonjour Florent, ça va bien? Ça va très très bien, et vous-même? Très content d'être avec vous. Alors pour commencer, on aimerait savoir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, en quelques mots très rapidement, qui est Claude Villeneuve? En fait, c'est ça, moi j'ai 42 ans, j'habite... non plus, je suis arrivé à Québec, j'appartiens à une certaine diaspora, celle du Lac-Saint-Jean, les Bleus, qu'on vous appelle. Je suis à Québec depuis 2022, 2002 en fait, là, ça va faire 22 ans, comme beaucoup de jeunes, je suis venu pour étudier, pour être à l'Université Laval. J'ai fini par m'incruster à Québec, c'est la ville que j'ai adoptée. En fait, aujourd'hui, j'ai toujours été très impliqué, même dans l'enfance, j'ai toujours été passionné de politique, peut-être un petit peu trop pour mon propre bien quand j'étais jeune. Puis c'est ça, aujourd'hui, je suis j'allais dire marié, en fait, notre mariage n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Mais avec ma conjointe Catherine, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on a 2 magnifiques petites filles qui s'appellent Anaïs et Cécile, 1 an et demi, 3 ans. Là, on salue Catherine, Anaïs et Cécile. Et actuellement, vous êtes à la mairie pour Québec d'abord. Vous êtes le chef de l'opposition du parti Québec d'abord. Mais si on parle du chef de l'opposition, beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi un chef de l'opposition et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ça mange pendant l'hiver. C'est un drôle de rôle, le chef de l'opposition, parce que c'est le rôle qu'il y a dans un hôtel de ville ou un parlement sur lequel personne n'a appliqué. Personne ne se présente pour être le chef de l'opposition. Personne ne veut s'opposer au maire. En fait, c'est qu'on veut être au pouvoir. Moi, je me suis présenté avec quelqu'un qui s'appelle Marie-Josée Savard, qui était conseillère municipale à Québec. Oui, que nous avons eu l'honneur de recevoir lors des élections. Voilà, une femme extraordinaire. qui m'avait convaincu d'aller avec elle. C'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je m'attendais plus à appuyer la mairesse de Québec, à être, la responsabilité, je ne sais pas, le déneigement, le transport en commun, des choses comme ça. Et on s'est retrouvés, suite à la courte défaite de Mme Savard. Quelques secondes, on se rappelle très bien. Moi, je l'ai vécu. Vous étiez là. Donc, avec mes collègues, nous étions 10 lors de l'élection, à se regarder et à se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. Québec d'abord est né de ça. C'est qu'on est les héritiers de l'équipe Labaume, de l'équipe Marie-Josée Savard. Et on s'est structuré autour de ça. J'ai été choisi comme chef à ce moment-là. C'est sûr. Pourquoi? J'avais une certaine expérience. Parce que vous avez une grande gueule, peut-être? Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, j'avais dit, l'expérience que j'ai, d'avoir été chroniqueur, d'avoir agi en politique avec Pauline Marois à l'époque, moi, j'ai une certaine capacité à prendre la pression. Absolument. La chaleur. Absorber la pression, oui. Et puis aussi une grande capacité, selon nos analyses et nos constats, à faire des synthèses. Oui, c'est ça, d'essayer de rendre l'information la plus simple possible. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce que je suis dans un rôle où mon travail, c'est de surveiller le maire. Puis moi, il faut que les citoyens à la maison qui ne sont pas nécessairement satisfaits du travail de l'équipe du maire, que quand ils m'entendent parler, qu'ils aient le sentiment qu'il y a quelqu'un qui l'apporte leurs préoccupations puis leur frustration. Moi, j'aime bien dire que nous sommes la proposition officielle parce qu'on essaie autant possible d'être constructif et d'amener des idées. D'amener pas seulement d'être dans la critique, d'être dans la destruction de l'idée de l'autre, mais au contraire d'essayer d'améliorer les politiques de toute la ville. Puis à la fin, moi je pense que tous les élus, que ce soit dans le parti du maire, dans le mien ou dans les autres équipes, tout le monde est là parce qu'il pense faire la bonne chose pour la ville. Il n'y a personne qui s'est présenté avec l'objectif de faire du mal à la ville. Donc vous n'êtes pas un clou dans les chaussures du maire, M. Marchand. Peut-être que lui, ça va lui arriver de le trouver parce que à la limite, moi, ma job, c'est pas nécessairement de lui faciliter la tâche, mais c'est de lui rappeler ce pourquoi on fait ce travail-là. Puis je le sais, pour l'avoir déjà été au pouvoir, que des fois,
On perd des tensions parfois, des frictions. Ben, des fois, on perd le citoyen de vue parce qu'il y a dans la fonction publique les gens qui travaillent à la ville qui sont très bons, d'excellents fonctionnaires à Québec, mais eux, ils ont leurs impératifs, ils ont leurs contraintes. Puis des fois, il y a des politiques, ça fait longtemps qu'on fait comme ça. Puis c'est facile de se dire des fois, on a toujours fait ça comme ça, pas besoin de changer. La job de l'opposition, c'est de faire en sorte que le citoyen soit entendu, puis de dire attention, il y a peut-être une autre façon de faire. Oui, mais vous ne prenez aucune décision, là. Est-ce que vous influencez vraiment les décisions? Ben, je trouve que puis je pense vraiment ce que je dis, que comme conseiller municipal, je suis convaincu que j'ai plus de pouvoir à l'échelle de mon district qu'un député là à l'échelle de sa circonscription à l'Assemblée nationale. Okay. Parce que moi, je parle directement aux gens de la machine. Il y a une poubelle qui est manquante dans tel parc. Il y a tel citoyen. Ça bouge très vite. Puis là, on est capable de faire. Moi, je règle un problème à tous les jours. Puis c'est pas tout le monde qui peut dire ça dans la vie. Moi, je règle. Puis ça change pas le monde. Je règle pas la guerre en Ukraine ni le conflit à Gaza. Ça apporte quelque chose. On règle des choses dans la vie des gens. Donc, je prends des décisions de cette manière-là. C'est sûr, par contre, que les grandes orientations de la ville, c'est le maire et son équipe qui les définissent. Et puis, selon vous, quelles sont les priorités actuelles face à tout ce qui se passe? Quelles sont vos priorités à vous d'abord? Est-ce que c'est les mêmes priorités que celles du maire? Et bref, comment vous faites pour défendre ces priorités-là auprès du maire et bien sûr auprès de son plan, le plan qu'il a? Est-ce que si vos priorités sont différentes des siennes, actuellement, quelles sont les priorités? La façon là, que je résume tout ça, c'est rendre la ville plus simple pour les citoyens. Que ce soit plus simple d'investir, que ce soit plus simple de créer, plus simple d'élever sa famille. Je regroupe ça là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On est critique de la difficulté d'avoir accès à certains services de loisirs, les cours de natation par exemple. On pense qu'il faut investir davantage là-dedans. On trouve qu'il faudrait être capable de faire des aménagements pour rendre la vie plus facile aux citoyens, par exemple pour payer leurs taxes. Pour payer les taxes municipales, là, c'est 4 gros paiements par année, puis c'est difficile quand ça passe sur une paye, là, ça fait mal. Nous, on pense que comme tout, cellulaire, n'importe quoi, on devrait pouvoir payer ça sur 12 mois. On trouve que, par exemple, la taxe de bienvenue, le droit d'habitation, quand on achète une maison, ouf, ça fait mal. Non, quand ça arrive, là... Ben, nous, on pense qu'on devrait pouvoir reporter ce paiement-là sur 3 ans. On regarde et on trouve aussi que, vous avez vu, le maire vient de créer une nouvelle taxe sur l'immatriculation. Absolument, avec beaucoup de choses qui se passent, il fait changer beaucoup de choses en ville, là, pour les voitures. On comprend l'impératif de mieux financer le transport en commun. Maintenant, les citoyens n'ont pas été mis dans le coup du tout. Moi, c'est toujours ce que je dis au conseil quand on parle de taxes. Il y a le directeur général de la ville, il y a le maire, tout ça, puis les journalistes, puis on est là, on parle d'augmenter les taxes de tout le monde. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans la pièce, c'est le citoyen, lui qui va subir les impacts. Moi, je pense que quand on consulte les gens, quand on les met dans le coup, on trouve des solutions. Il y a des gens qui vont quand même dire, moi, je suis plus capable de payer plus ici, mais je m'attends à un peu de relâchement par là. C'est ça, ou un service différent, des choses comme ça. Alors nous, c'est ce qui regroupe ça, c'est de faciliter la vie aux citoyens. En fait, on résumerait notre action en disant que on pense pas que c'est le citoyen qui doit se compliquer la vie pour avoir des services de la ville. C'est la ville qui doit se compliquer la vie pour donner des services aux citoyens. Alors, la ville doit se compliquer la vie pour donner une vie facile aux citoyens. Voilà. Et c'est à vous de vous assurer que ça va être fait. Ben, à tous les jours, dans notre travail de conseiller municipal, c'est déjà ce qu'on essaie de faire en essayant de trouver des solutions pour les citoyens. Mais on pense qu'il y a plein de façons d'amener ça à un autre niveau partout en ville. Ça fait quelques semaines, mois maximum, où la ville a décidé de fermer tous les recrutements. Et ensuite, M. Legault a décidé aussi d'arrêter tout ce qui est permanent. Alors, c'est quoi votre sentiment par rapport à tous ces changements dans les lois et de l'immigration? Ben, ça, c'est une mesure temporaire. Mais ce qui nous a choqué un peu, par exemple, c'est de constater que pendant que le maire disait qu'il faisait un gel d'embauche à la ville, au RTC, le réseau de transport de capital, ils ont continué d'embaucher. Donc, c'est parce que le RTC, c'est extérieur au périmètre comptable de la ville. Donc, il faut, les embauches vont devoir reprendre de toute façon parce qu'on manque de gens dans plein de positions, que ce soit je parlais de cours de natation tout à l'heure, on a de la misère à embaucher des moniteurs, mais ça prend des professionnels, ça prend plus de policiers, ça prend plus de pompiers. C'est une ville, c'est pas... il faut que ça vive. Maintenant, si on parle de la question de l'immigration, moi, ce que je trouve terrible dans la révision des quotas, moi, je trouve que en immigration, la chose qui devrait être la plus importante, le maître mot, devrait être la prévisibilité. Les gens, là, ils veulent savoir à quoi s'attendre. Ils ont un choix de vie, là, décider d'aller vivre dans un autre pays. Fait qu'il faut qu'on soit capable de leur dire, dans un nouveau pays, en fait, c'est pas un autre, c'est le pays qui va devenir un autre. Il faut être capable de dire aux gens, ça va être quoi les délais pour que tu aies tes réponses. Puis surtout, il y a des gens qui sont venus ici, qui ont acquis la résidence permanente, puis là, présentement, ils sont en train de se demander qu'est-ce qui va m'arriver, parce que moi, c'est pas pour ça que j'avais signé. Là. Parce que là, on change les conditions du deal.
on change l'entente. Puis ça, c'est très insécurisant pour les gens, c'est pas respectueux pour des gens qui sont déjà ici, qui contribuent déjà à notre société par leur travail, en envoyant leurs enfants dans les écoles, en travaillant dans nos hôpitaux, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est cette prévisibilité-là. Je trouve que je comprends très bien qu'on va y avoir des réflexions sur nos politiques d'immigration, mais je trouve que la façon que c'est utilisé par les politiciens, c'est qu'on oublie souvent que c'est des personnes qui vivent ça, c'est leur destin, le destin de leur famille. On n'accepterait pas que notre réalité et notre certitude par rapport à celui de notre vie soit mise en ballottage comme ça. Donc, il faut avoir cette compréhension-là, puis je trouve que ça manque. Mais ça manque, c'est certain. Et quand on regarde les différentes statistiques, quel est, selon vous, l'impact à long terme de toute cette modification, de tous ces récents changements sur la vie sociale ici au Québec? Ben, en fait, le fait de... Et surtout la vie économique, parce que on le sait, il y a manque de main-d'œuvre et en plus on ferme les recrutements, on arrête tout. Ben, oui, ben c'est ça. Puis on sait que des préposés, il y en manque, des enseignants, il y en manque, des spécialistes en éducation, des gens qui peuvent accompagner nos enfants, il y en manque, il manque des gens à peu près tous les corps de métier présentement. Et moi, je comprends très bien qu'on va y avoir une politique d'immigration compréhensive, qu'on veuille que les gens qui vont venir ici aient du succès, puis qu'on favorise, par exemple, certaines catégories d'emploi. Ça, moi, je vois pas une hérésie là-dedans. Mais c'est que... en fait, j'ai l'impression qu'on a perdu le contrôle parce qu'on a beaucoup débattu des quotas et tout ça. Puis pendant ce temps-là, il y avait toute cette immigration dite temporaire-là qui arrivait pour combler justement, c'est le marché qui avait besoin de la main-d'œuvre. Puis c'est comme ça que les gens rentraient. Puis là, on vient de se réveiller, puis on se rend compte que l'immigration, elle arrive principalement comme ça aujourd'hui. Puis là, c'est comme ça qu'on essaie de remettre le dentifrice dans le tube. La réalité, c'est qu'une fois que quelqu'un est ici, puis qui travaille, puis qui contribue, faut que tu y trouves un moyen de se faire une place, là. C'est que tu brises quelque chose en mettant fin à ce processus-là. Puis ça, c'est dangereux économiquement parce qu'il y a des entreprises qui vont avoir gagné des employés compétents, ils vont les avoir formés, ils vont les avoir intégrés dans leur activité. Ça va être une perte nette pour ces entreprises-là. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste, j'ai de la misère à dire le curseur, là, il devrait être fixé à tel niveau ou à tel niveau. Mais à la fin, c'est quand on joue là-dedans, on risque de se faire du mal. De faire du mal aux personnes qui sont dans cette incertitude-là, mais de se faire du mal comme collectivité parce qu'on va avoir perdu des gens qui contribuent. Mais est-ce que vous vous faites parfois interpeller? J'aimerais l'être davantage. Je veux dire, ce que je veux dire, Florent, c'est que c'est sûr que l'immigration, c'est une question qui est gérée, le gouvernement du Québec sélectionne, c'est beaucoup les bureaux de députés fédéraux, souvent qui vont être interpellés quand ça bloque, quand ça coince. J'ai déjà travaillé pour un député fédéral, puis on en gérait des questions comme celle-là. Puis au municipal, les gens se tournent moins vers nous spontanément. Puis c'est vrai que nous, on n'a pas de levier en tant que tel sur les entrées et sorties, là, sur l'émission de certificat d'autorisation ou quoi que ce soit, d'admission. C'est pas quelque chose qu'on contrôle au municipal. Mais vous savez, moi, quand je rencontre un citoyen, la première question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Au municipal, on peut pas, c'est pas nous qui vont donner des certificats d'admission, mais on peut aider les gens à se faire des contacts, on peut aider les gens à trouver les bonnes entrées, on peut aider les gens à s'installer en ayant accès aux services municipaux, en ayant la possibilité d'inscrire en fonds cadre rouge ou à la piscine, en ayant la possibilité de se renseigner pour les services municipaux. Puis c'est là que je pense que les personnes issues de la diversité, ils ont peut-être pas c'est normal, ils ont peut-être pas le réflexe de se tourner vers le municipal, mais ils devraient le faire plus parce qu'on peut en faire beaucoup plus pour eux que ce qu'ils peuvent passer. La crise de logement. Ouais. D'où vient vraiment ce problème et comment, à votre avis, ça devrait être traité ou géré? Vous savez, Florent, il y a toujours de quoi. Ouais. Quand j'étais enfant, on disait que les immigrants ils venaient voler les jobs. Puis là, ça continue jusqu'à présent. Mais là, tout d'un coup, on manque de main-d'œuvre. Ouais. Puis là, il fallait trouver autre chose. Ils pouvaient plus voler des jobs. Fait que là, les immigrants prendraient les logements. Ça n'a pas de bon sens. C'est que moi, je peux vous dire, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans les affaires publiques. La crise du logement n'a pas commencé avec l'augmentation du nombre d'immigrants au Québec. Là, ça fait longtemps qu'on le dit qu'on va se ramasser au point de rupture tantôt. C'est là qu'on est rendu. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. L'augmentation de la population, qui est issue principalement des flux migratoires, est-ce que ça a une tension sur le taux d'occupation du logement? Ben oui. OK.
Mais c'est pas à cause de l'immigrant qu'on n'a pas construit de logements pendant toutes ces années-là. C'est pas à cause de l'immigrant qu'on a préféré faire des tours à condo à des prix qui n'ont pas de bon sens. Je veux dire, c'est pas la décision des immigrants que ça soit fait comme ça. Donc, moi, est-ce que vous tirez donc quoi? Comme, je sais pas, recommandation pour peut-être... parce que, on se rappelle, on a reçu le ministre responsable des Premières Nations, M. Yann Lafrenière, il était assis à votre place, et il nous disait qu'on atteint le point de rupture. Mais vous, en tant que responsable, ou alors chef de l'opposition officielle à la mairie, je pense que c'est la mairie qui est responsable un tout petit peu de tout ce qui est construction de logement. Oui, ben en fait, c'est que quelle est la pression que vous mettez? C'est à nous de mettre des permis. C'est à nous de permettre aux gens de bâtir. C'est à nous de créer un environnement favorable aussi. C'est sûr que quand les taxes sont élevées, quand les services municipaux sont mauvais, les promoteurs vont pas venir construire chez nous. C'est ça qu'il faut favoriser. À l'opposition, nous, on a fait des suggestions de créer un comité pour étudier pourquoi les loyers augmentaient, créer un registre des logements, amener des solutions, puis on a toujours poussé le maire à être beaucoup plus agressif pour permettre l'émission de permis. Maintenant, il y a des choses qui bougent à la ville. Ça a pris du temps, les constructions commencent, mais à la fin, on a besoin de tous les types de logements. Ça prend du logement social, ça prend du logement abordable, ça prend du logement pour les classes moyennes, ça prend des petites maisons. Puis c'est ça, il faut aussi encourager les gens à développer différentes sortes de logements. Des fois, une grande maison pour une personne seule, c'est possible à Saint-Darby de faire des logements dedans. Il faut être créatif. Alors, on va rapidement, tout à l'heure, vous avez parlé, il faut se donner des avantages pour qu'on construise, pour que les investisseurs construisent. Aujourd'hui, votre parti prône beaucoup la préservation, l'environnement et le développement durable. Alors, il se prépare les RIMAD, les rencontres écologiques et économiques des municipalités entre l'Afrique et bien sûr et le Canada. Actuellement, on voulait savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation des changements climatiques? C'est qu'il y a une réalité. Et de cet événement-là. Il y a une réalité, c'est que nous, les pays du Nord, on se développe depuis des années. On brûle du pétrole pour notre développement, tout ça. Puis aujourd'hui, il y a toute une partie de la planète qui aspire au développement elle aussi. Puis là, c'est vraiment, on dirait, attention, là, on arrête. À un moment donné, c'est pas juste, là. C'est qu'on n'était pas tous prêts à passer à la caisse en même temps. Puis il faut être conscient de ça. Puis moi, comme ville, c'est sûr qu'on n'a pas énormément d'impact sur. Moi, vous savez, que j'ai visité le Sénégal, puis je voyais les gens qui, dans les villages, qui allaient charger leur cellulaire sur les panneaux solaires, tout ça. Bon, c'est sûr que comme ville, moi, on n'est pas en mesure d'aller développer des choses comme ça là-bas. Mais moi, je trouve que on a le devoir ici de rendre ça, puis je reviens à ce que je disais, pour moi c'est un mantra, de rendre ça facile pour les citoyens de faire la différence. La biométhanisation, par exemple, c'est M. Labaume qui a mis ça en place. Ça fait des décennies, des années que les gens disaient on veut pouvoir composter, on leur offre une solution facile pour pouvoir le faire. Puis c'est ça finalement, moi je le vois à l'échelle de la planète, il y a certaines économies émergentes, on veut que vous fassiez votre part pour l'environnement, il faut être capable de dire moi voici la part que je suis prêt à faire. Les gens disent le Québec, on est deux pays qui pollue le moins au monde par capita, on est des pays qui polluent le plus au monde. Donc, il faut qu'on fasse notre bout, il faut qu'on donne les moyens aux gens d'être capables de faire le leur aussi. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce colloque-là? Je trouve ça très intéressant, on va regarder nos agendas. Moi, je serais très intéressé à savoir plus. Parfait. Comment vous voyez le Québec dans 10 ans? Comment vous voulez contribuer et quel est l'héritage que vous voulez laisser? Je sais que vous pouvez répondre très rapidement. Vous savez, le Québec, la ville de Québec, elle n'est pas pareille à quand je suis arrivé il y a 20 ans. Elle n'est pas pareille, puis on la qualifiait beaucoup de ville blanche, Québec, à l'époque. Moi, dans mon district, dans Mézeray, c'est pas une ville blanche, Québec. Puis ça, c'est quand même quelque chose d'assez récent, puis on le voit, puis c'est normal. Ça va construire dans cette direction-là. Puis là que je vais laisser, moi, j'ai 2 petites filles, puis c'est une ville où il va faire encore mieux vivre, puis où ce que tout le monde va pouvoir trouver leur place, qu'ils soient nés ici ou ailleurs. Moi, je pense que quand on a des enfants, on a une petite fibre qui se développe là-dessus. Puis en fait, j'ai juste envie d'être solidaire et tendre les mains à toutes les personnes qui ont choisi d'avoir des enfants ici à Québec, puis les aider à faire leur place. Vos derniers mots aux immigrants qui vont écouter peut-être? Moi, je continue de m'inviter dans vos activités. Moi, j'ai toujours du plaisir quand on vivait. Il y a des gens, je trouve, dans votre communauté qui font des choses extraordinaires. Je pense à Sabine Adjess. Il y a Léonie Amandang qui travaillait avec nous à Québec d'abord, qui est impliquée dans notre parti, qu'on aime beaucoup. Et c'est ça, c'est que moi, on a toujours l'impression de... On tombe des nues, on se trouve un peu niaiseux quand on a ces activités-là, parce qu'on dit, voyons, ça existe. Sabine organise des activités pour féliciter les personnes issues de la communauté qui font du bénévolat. Moi, quand je suis allé, en fait, c'est bizarre, j'étais triste parce que je me disais, mais c'est la ville qui devrait
organiser des activités pour remercier. Puis en fait, je trouve ça extraordinaire de voir que ça existe. Puis encore une fois, j'ai envie d'aller vous voir et de vous dire comment je peux vous aider, qu'est-ce que je peux faire pour vous. Puis en fait, c'est ça le message que j'ai adressé à un message d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors vraiment, merci de votre temps, merci d'avoir pris bien sûr dans votre calendrier quelques minutes pour venir visiter notre média. En fait, Florent est toujours très présent dans toutes les activités, non seulement de la diaspora, mais partout en ville. On voit souvent. Puis en tout cas, moi, je suis content de venir voir comment vous travaillez ici. Puis je me doute, il y a une campagne électorale qui s'en vient. J'aurai sûrement l'occasion de revenir vous visiter. Ah, c'est certain. On va vous attendre et on fera ce qu'on a à faire. Alors, merci du temps. Et puis, on espère bien sûr que dans très très peu de temps, on vous recevra encore. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, nous venons de recevoir M. Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle, l'élu de Mézeray-les-Raies. Si vous avez un problème et que vous faites partie de sa circonscription, cognez à sa porte et les solutions seront là. En espérant vous avoir pour la prochaine fois avec un autre élu, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Florent Léal pour l'émission Tapis Blanc. Demandez comment envoyer de l'argent à vos proches en toute sécurité et sans frais d'envoi. C'est simple. Découvrez Afrique Remis. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union ou encore un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Ce n'est pas tout. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Parce que nous sommes entièrement réglementés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store.